Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futur Média. Avec nous ce soir, le ministre d'État Abdou Fall. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être venu aussi loin pour participer à ce débat. Merci également au professeur Ousmane Sène, directeur du WARC, d'être venu. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Avec 3 alternances acquises de haute lutte, le Sénégal fait figure d'exception indubitable en Afrique. Or, les alternances n'ont pas produit un réel progrès économique et social. Notre pays est dans le bas-fond du classement IDH. Sans tirer des plans sur la comète, la tâche s'annonce donc ardue pour la nouvelle alternance, héritière d'un budget grevé, d'un pays perclus de dettes, obéré par la malgouvernance de Macky Sall et son équipe, selon les dires de Ousmane Sonko. Le président Bassirou Diomaye Faye, quant à lui, a été porté au nu par une vive conscience citoyenne. Comment la transformer en un véritable facteur de développement humain, voire en une révolution sociale? C'est notre débat de ce soir. Mais d'abord, une question d'actualité, messieurs, avant d'en venir à notre sujet. Vous êtes tous les deux des enseignants de formation. En cette période de rentrée scolaire, l'Éducation nationale a publié un arrêté imposant l'acceptation des signes religieux dans les écoles. Que vous inspire ce débat, Abdou Fall? Oui, je répondrai avec plaisir à cette question, tout en disant mon empressement à remettre en cause très fortement la présentation que vous avez faite de l'état de ce pays. On va en parler. Alors, ceci dit, maintenant, je trouve que c'est un débat qui n'est pas un bon débat. Voilà, parce que le Sénégal est assis quand même sur des consensus qu'on a mis des siècles à bâtir. Surtout dans la gestion de notre vivre ensemble et dans la gestion de notre unité et de notre cohésion nationale. C'est pourquoi je n'ai pas du tout compris, en tant qu'éducateur, mais en tant que citoyen, que ce débat ait pu s'inviter dans l'espace public dans les termes où cela s'est posé. Et j'ai été surtout gêné en tant qu'éducateur. Parce que quand même, je dois vous dire que les sujets religieux à l'école, Dieu a fait que j'ai fait partie des acteurs du système éducatif qui ont été au centre de cette problématique après les états généraux de l'éducation et de la formation. Oui. Dans le cadre de la commission politique générale de l'éducation, au sein de la commission nationale de réforme, qui était présidée à l'époque par l'ancien ministre d'État Cheikh Tidiane Sy. Le rapporteur général de cette commission était M. Mamadou Ndoye, ancien ministre. Oui. Et moi-même, j'étais le rapporteur de la commission chargée de l'éducation religieuse et des enseignements spéciaux, spécialisés. Oui. Les enseignements spéciaux, les handicapés, etc. Et c'est à cette occasion, déjà aux États généraux, les califes généraux de l'époque, Cheikh Abdoul Aziz Sy Dabakh, Serigne Abdoul Ahad et Yassine Tchandoum avaient fortement insisté pour que le projet de la prise en charge des questions religieuses, l'éducation religieuse des enfants soit posé. Ce que les États généraux ont accepté et l'ont inscrit sur la feuille de mission, les termes de référence de la commission de politique générale, et j'ai l'avantage d'être le rapporteur de cette commission spécialisée sur ce sujet-là en particulier. Oui. Alors, c'est au terme de ces travaux que les résultats qui ont inspiré la loi d'orientation de 1991 qui introduit l'éducation religieuse à l'école. Donc ça, c'est un sujet que le Sénégal avait traité depuis très longtemps et encadré. La même loi d'orientation fixe les prérogatives de tous pour un service éducatif de qualité au service de l'ensemble des enfants du pays. Oui. L'école publique, sa mission et ses tâches. L'enseignement privé laïque, ses missions et ses tâches. Et l'éducation religieuse, l'enseignement confessionnel,
ses missions et ses tâches. Parce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les démocraties, à côté de l'État qui prend en charge le service éducatif, il y a un secteur privé, laïque et confessionnel qui accompagne l'État dans cette mission et qui donc remplit des missions de service public. C'est valable pour l'éducation comme c'est valable pour la santé. Aujourd'hui, la médecine libérale est presque aussi développée que la médecine publique. Alors, ceci dit, dans un tel environnement où tout ceci a été discuté, encadré, et que des consensus ont été bâtis sur la prise en charge de l'éducation religieuse des enfants, Oui. je ne peux pas comprendre que 30 ans après, on nous ramène à ce type de débat, d'abord qui ne s'est jamais posé, mais qu'on a pris en charge sur la demande des populations et des guides spirituels du pays. Pour vous, donc, le débat est inopportun. C'est un mauvais débat. C'est un mauvais débat. Parce que, dans le consensus construit, l'éducation religieuse, on lui a donné, elle est devenue optionnelle. Retourner dans la loi d'orientation de 1991 qui continue jusque-là de régir les politiques éducationnelles du pays. Oui. C'est ce qui en est la source d'inspiration. Mais est-ce que la question était complètement vidée? Parce que si elle revient dans l'actualité, c'est parce que peut-être il y a eu des mais il ne s'est rien passé de nouveau. Le point de départ de cette affaire, c'est quoi? Les trois quarts des enfants qui sont dans les établissements confessionnels sont de religion musulmane. Et l'éducation nationale, la loi d'orientation dit que l'éducation religieuse est optionnelle. Oui. Si tu es dans un établissement où les principes qui sont édictés ne permettent pas un certain nombre de comportements, mais pourquoi on n'irait pas dans des établissements où le problème ne se pose pas? Surtout que l'éducation religieuse est admise, y compris à l'école publique. Très bien. Alors moi aujourd'hui, Oui. j'aurais compris qu'on dise la priorité, une des priorités du système éducatif désormais, si on veut vraiment se mettre au service de la religion, c'est de généraliser l'éducation religieuse dans l'école publique, telle que les États généraux en avaient parlé et telle que la loi d'orientation de 91 en a décidé, et cette loi, elle n'a pas été changée. Oui. C'est ça plutôt le bon sujet. Mais pas venir perturber un système qui connaît un fonctionnement à la satisfaction de tous les parents d'élèves et des élèves. Mais cette loi, est-ce qu'elle était holistique? Est-ce qu'elle était holistique, cette loi? Est-ce qu'elle a pris Elle vraiment... a pris en charge toutes les dimensions de l'éducation des enfants. Très bien. Donc pour vous, ce débat est inopportun. C'est un mauvais c'est un mauvais débat. Et j'espère qu'on va l'éteindre bientôt, Oui. en restant au consensus que le Sénégal a construit sur des siècles. Oui. Professeur Ousmane Sène, que pensez-vous de ce débat? Merci beaucoup. Et merci de l'éclairage de mon ami Abdou, qui connaît bien le sujet. Je voudrais peut-être dire la même chose par rapport à la nécessité de pouvoir gérer ces situations sans tambour ni trompette. C'est important parce qu'il s'agit d'un sujet qui est très sensible mais qui n'en a pas l'air au Sénégal. Et pourquoi? Parce qu'il y a tellement de cohésion entre les différentes religions qu'à aucun moment, de nuit comme de jour, on peut penser à la possibilité qu'il y ait des problèmes. Il a parlé de Monseigneur Tchandoum. Il fait partie de ces premiers dirigeants de l'Église qui ont jeté les graines de cette entente cordiale, harmonieuse et parfaite. Et donc ça, il faut le préserver. Il y a certes cette question de la tenue, mais moi, mon point de vue, c'est tant qu'un élève ou une élève vient avec une tenue décente, mais à partir de ce moment, l'accès devrait pouvoir être possible. D'autant plus que le Sénégal est un pays laïque. Mais attention, il y a laïque et laïque. Nous n'avons pas la laïcité de la France. Oui. La Révolution française a donné un coup de pied à l'Église et aux prêtres. La loi 1905. Voilà.
voilà, vous ne faites plus partie du système, vous allez dans vos couvents, vous vous occupez de ce que vous voulez, mais nous, on fait sans vous. Le Sénégal s'est fait avec l'apport des religieux. Donc la laïcité du Sénégal ne peut pas exclure la dimension religieuse. C'est impossible. À cause de l'histoire du Sénégal, à cause du rôle, si vous voulez, du religieux, mais à partir de ce moment, il faudrait qu'on gère cette situation différemment. Voilà, on peut voir une croix, on peut voir un voile, mais ça ne devrait pas trop attirer l'attention. Et même si, d'après ce qu'ils ont dit, même s'il y a, si vous voulez, un parfum, si vous voulez, de provocation, mais appeler les parents et discuter avec eux et trouver une solution au problème. Je crois que... Il n'y a pas de quoi en faire un débat national. Ce n'est pas la peine d'en faire un débat national parce qu'à partir de ce moment, vous allez créer une plaie là où il ne devrait pas y en avoir. À nouveau, tout est harmonieux entre les différentes chapelles religieuses, mais il ne faut pas trop creuser parce qu'à partir de ce moment, vous voyez des choses qui vont... Ça peut réveiller d'autres frustrations. Mais oui, absolument. Chérif, permettez-moi de réagir sur cette question, sous l'angle abordé par lequel elle est abordée par le professeur Sen. Lorsqu'il établit le départ entre le type de laïcité qu'on a connu dans ce pays, en France en particulier, et la nôtre. Notre laïcité, comme il l'a dit, elle n'est pas anticléricale, elle n'est pas antireligieuse. Elle n'est pas contre l'Église, comme c'est le cas en France, avec Aristide Briand et Clémenceau qui ont porté cette loi. Notre laïcité, c'est une laïcité basée sur un écuménisme religieux, sur un vivre ensemble organisé, planifié et de façon intelligente. Qui repose sur 3 principes. Le respect de la liberté de conscience, la séparation du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, et l'équidistance de l'État par rapport aux différentes communautés religieuses. Et j'ajoute la gestion de la diversité qui est aussi gage de bonne gouvernance. Mais absolument, c'est ça la question. Lorsqu'on l'État établit un rapport d'équidistance à toutes les communautés, vis-à-vis de toutes les communautés, c'est ça qui crée les conditions d'un vivre ensemble bâti sur des consensus intelligents. Alors c'est pourquoi d'ailleurs lorsque le professeur Sem parlait tout à l'heure, écoute, certaines questions, nous quand même on a une petite expérience de l'État, on n'est pas prétentieux, mais on en a quand même. Il y a beaucoup de questions, on n'a pas besoin de les mettre sur la place publique pour les régler. Messieurs, on a compris, on va passer à notre sujet. Ce débat est très intéressant et merci pour vos propos sages tous les deux. Pour notre échange, on s'est inspiré de votre tribune, Abdou Fall, intitulée « Après le temps des colères », le moment du sursaut citoyen pour une gouvernance de rupture. Les Sénégalais retournent aux urnes le 17 novembre et vous dites, Abdou Fall, que la forte colère citoyenne qui s'est exprimée le 24 mars par un vote massif pour Bassirou Diomaye Faye est un indicateur de l'irrépressible aspiration au changement qui s'est emparé de notre pays depuis un quart de siècle. Et ma question d'abord au professeur Ousmane Sène, pourquoi on n'y arrive pas depuis un quart de siècle? Par rapport à ça d'ailleurs, je voudrais rappeler que j'ai fait un texte qui était publié soit dans Le Soleil, soit dans Sud, et je l'ai fait avec, si vous voulez, l'exemple même de la conscience citoyenne en la personne du général d'armée Mamadou Mansour Seck. Et ce texte-là, c'est moi qui ai donné le titre parce que je suis un peu latiniste. Et ça s'appelait Civicus. Alors, moi, il y a des choses que j'observe pas très loin de chez vous là. Et j'observe ça depuis plus de 10 ans parce que c'est là-bas où j'avais l'habitude de faire mon sport. Vous voyez les barrières de protection là qui empêchent aux gens de tomber. Systématiquement, il y avait des gens, je ne sais pas s'ils faisaient ça à 4 h du matin, mais chaque fois que l'on reconstruisait, ils venaient casser les barrières. Prenez la route de la Foire. Près de la Foire, il y a des barrières là-bas, mais systématiquement, il y a quelqu'un qui vient tout casser. Alors, ce comportement du Sénégalais qui devrait se dire,
ceci m'appartient, mais ça appartient à d'autres. À partir de ce moment, j'ai une attitude à avoir par rapport aux choses. Oui. Et dans tous les niveaux, à tous les degrés. Ça nous manque beaucoup. Et je crois qu'il y a un travail à faire par rapport à ça. Oui. Et c'est un travail qui devrait être un travail de longue haleine. Oui. Il ne s'agit pas d'avoir, par exemple, le premier samedi, on va s'occuper de notre pays, qu'on le fasse pour un temps et qu'on oublie. Il s'agit d'institutionnaliser, mais aussi de prendre toutes les structures qui s'occupent de ces choses-là. Oui. Mais le truc là, la direction du civil, la protection civile. La protection civile, oui. Mais est-ce que vous entendez parler de ces gens 365 jours sur 65? Qu'est-ce qui se fait à ce niveau-là? J'ai vu un travail que l'armée a commencé en enrôlant pour quelques semaines des jeunes, mais il faudrait réfléchir parce que ça, c'est une denrée qui nous manque. Et je crois que sans conscience citoyenne, engagement citoyen, le développement sera extrêmement difficile. Abdou Fall, la colère citoyenne s'est exprimée le 24 mars dernier. Pourtant, si on rembobine un peu plus loin pour constater que cette colère citoyenne, elle était là depuis longtemps, clandestine, certes sous Senghor, affichée sous Diouf et qui peut-être est arrivée à maturation sous Abdoulaye Wade, portée par une flopée de mouvements citoyens, de Macky Sall à Diomaye. Comment transformer cette conscience citoyenne en un facteur de développement selon vous? Oui, d'abord, il faut qu'on pose le cadre. Le cadre, c'est un cadre global. Il ne faut jamais oublier que le Sénégal est un pays de démocratie. Et les types de problèmes que nous rencontrons sont des problèmes propres aux démocraties. Les pays de dictature ne les connaissent pas. Du tout. Alors c'est pourquoi il ne faut pas qu'on laisse les situations nous déborder. Si les situations nous échappent, c'est le fondement de l'équilibre de notre nation qui est remis en cause. Et ce fondement essentiel repose sur le respect de principes démocratiques admis par tous. Mais on dit quand même que le Sénégal, c'est une démocratie, on parle beaucoup de notre exception, mais c'est une démocratie électorale. Mais oui, mais en fait, le principe de la démocratie repose sur l'idée que les nécessaires conflits qui s'expriment dans une société, on doit pouvoir mettre en place des mécanismes qui aident à leur trouver des solutions pacifiques et non des solutions de violence. C'est ça le principe de la démocratie. Et maintenant, on édicte des règles acceptées par toutes les parties avec des acteurs qui jouent le jeu de rôle de régulation, les médias, les juridictions, la société civile, etc. Pour que les différents courants qui s'expriment et qui s'affrontent puissent avoir la liberté de dire, mais qu'en définitive, que le citoyen puisse trancher. Et que donc le conflit ne soit pas la règle entre les acteurs qui se disputent le pouvoir, derrière lequel il y a souvent des jeux d'intérêt. Alors, aujourd'hui, le problème que le Sénégal a, c'est que le Sénégal est une nation encore fragile, qui n'a pas encore achevé le processus de construction des bases de son développement et qui a pris le parti de choisir la démocratie comme modalité de gouvernance de la nation. C'est ça la particularité du Sénégal. Alors, beaucoup de pays prétextent justement des difficultés pour installer des dictatures. Nous, on dit qu'on veut réussir la construction démocratique de notre nation. C'est ça l'option du Sénégal. C'est le choix du Sénégal. Voilà. Alors, maintenant, le problème qui se pose, c'est que c'est la démocratie de type libéral qui est la nôtre, qui traverse une crise presque partout dans le monde, qui est arrivée à bout de souffle. Parce que les citoyens ont le sentiment que la démocratie consiste pour l'essentiel à leur donner la liberté de parler et de désigner. La liberté d'opinion, la liberté d'expression. Pour vous, c'est un peu plus que ça. Mais il faut aller plus. Les citoyens attendent que la démocratie se prononce aussi sur le champ de l'économie. Que les richesses du pays, qu'on puisse les gérer d'une manière par laquelle tout le monde y trouve son compte. Et ça, c'est un phénomène mondial qui traverse le monde. C'est pourquoi toutes les démocraties sont perturbées. Les pays stables, c'est les pays de dictature. Alors, donc, il faut savoir que
Donc les citoyens ont deux problèmes. Le premier problème citoyen, c'est qu'ils revendiquent plus de justice sociale en termes de partage des ressources du pays. Oui. Et ils revendiquent autre chose, plus de participation dans la gouvernance des affaires de la cité. Dans la gestion des affaires Oui, de la cité. parce que la société a évolué. Oui. Lorsqu'on a des milliers et des milliers, nous on est des éducateurs. On a connu le Sénégal d'avant, il y a 30 ans, et le Sénégal d'aujourd'hui. Oui. Les attentes citoyennes, aujourd'hui, à chaque fois que le niveau culturel, technique et scientifique du peuple augmente, il faut qu'on trouve des mécanismes de gestion de la société différentes des situations antérieures. Alors, l'aspiration citoyenne à la rupture dans la gouvernance a nourri les trois alternances, Abdou Fall. Mais pourquoi connaissons-nous des alternances sans alternative, professeur Ousmane Saïd? C'est vrai. C'est des alternances, mais jusqu'à présent, l'alternative, c'est la grande question. Enfin, je crois que l'équipe dirigeante devrait en être consciente, parce que c'est une équipe qui dit qu'il faut changer le système. Oui. Ça tarde à commencer au niveau du démarrage. À leur décharge, en posant cette question comme ça, je pense plus aux deux alternances, surtout celle auquel a pris part le ministre d'État, le quart de siècle libéral, exactement. La nouvelle alternance vient de s'installer, on va leur laisser le temps de dérouler. Oui, mais justement, c'est ça la grande question. Est-ce que c'est lié à la sociologie de la société sénégalaise? Oui. Est-ce que c'est lié, c'est-à-dire les contraintes que vous impose la société avec ses règles et ses exigences? Je vous donne un exemple. Vous êtes un homme politique. Comment allez-vous faire pour avoir un électorat solide et stable qui vous suive? Vous voyez déjà dans le paysage politique, c'est tellement facile de voir quelqu'un engagé avec une formation politique et se disant frustré, va militer dans une formation politique qui est aux antipodes de la formation à laquelle il appartenait au départ. C'est quoi ça? Donc à partir de ce moment, il n'y a pas cette conscience politique, cette conviction qui vous pousse à dire que j'ai ou je n'ai pas, je crois au programme de ce parti, de cette formation et je reste. Les gens ne restent pas. Ça, c'est déjà un signe de comment vous faites pour quand même avoir, si vous voulez, une clientèle politique et la maintenir. Alors, ce qui fait que peut-être que les moyens, que les exigences de la société vous demandent de sortir, vous mènent dans une démarche qui peut-être n'est pas de nature à rendre les choses, si vous voulez, profitables à la société dans son ensemble. Et ça, c'est un véritable problème. Il faut essayer de revoir un peu la manière dont la politique se fait. Et la manière, le rapport qu'on a avec sa clientèle politique. Parce que si c'est un rapport tout simplement, un rapport marchand, mais à partir de ce moment, vous êtes dans une situation où vous êtes obligé de quitter la politique. Je crois que ça, c'est important. L'autre aussi élément, c'est que n'oublions jamais la situation dans laquelle nous sommes. En fait, le sous-développement ou le fait de chercher le développement vous paralyse quelque part. Parce que vous n'avez pas la marge qui vous permet de transcender un certain nombre de facteurs et qui vous met dans une situation où peut-être toutes les ambitions que vous aviez, vous n'avez pas la possibilité de les satisfaire. Vous n'avez pas assez de marge de manœuvre. Voilà, donc la sociologie, si vous voulez, du Sénégal en tant que pays, en tant que nation et peuple, cette sociologie-là est importante par rapport à la manière dont la politique se fait. En plus, et ça c'est important, je crois que avec la nouvelle équipe, l'homme politique, écoutez, je ne suis pas de ceux qui disent ceci. Ça ne marche pas au Sénégal parce que les politiques ne sont pas des exemples. Je ne crois pas en ça. Ah bon? Il en est des politiques comme il peut en être des universitaires, des ingénieurs et tout. On est tous des Sénégalais, nous venons tous des mêmes familles. Il ne faudrait pas quand même que l'opprobre, on prenne ça et on affiche ça chez les politiciens exclusivement. Pour vous, le politique bashing, ça ne marche pas? Non. C'est-à-dire que je me dis c'est trop facile. Écoutez, Chérif, véritablement, mon comportement, je devrais
à pouvoir le comprendre et le gérer le matin en me regardant dans le miroir. Oui. Et pas en regardant ce que le Soleil ou ce que tel journal a écrit sur X ou Y. Les incartades de ministres. Oui. Ma conscience, c'est ma conscience. Oui. Je ne suis pas obligé de calquer mon comportement sur le comportement de tel ou tel. Donc dire que dans ce pays, il y a des problèmes parce que les politiques ne sont pas des modèles, ça c'est trop facile. C'est trop facile. Dans tous les cas, de Senghor à Faye, le Sénégal a connu une nette progression de la conscience citoyenne. Dans cette évolution, monsieur le ministre Abdou Fall, il y a un mot qui a pris une place prépondérante dans le débat public, c'est le mot patriote, au détriment du citoyen. Pour vous, comment le citoyen peut démêler le patriote du patriotard? Écoutez, moi, je pense quand même avoir fait partie de ceux qui ont été des témoins de l'évolution politique du pays, c'est au moins ces 30 dernières années. Et d'avoir été au cœur des processus de changement. En 2000, 2012. Et aujourd'hui, et c'est ça la question de fond que je pose dans mon papier, je pense que les questions de gouvernance sont les questions essentielles. Parce que contrairement à ce que les gens peuvent dire ou penser, et je l'ai dit dans mon texte, les socialistes ont quitté le pouvoir après 20 années d'ajustement. Le pays a souffert. Mais l'économie a été, les fondements de l'économie ont été remis en place. Nous, on en a profité en 2000. Et ça s'est prolongé avec Macky en 2012. Qu'on le veuille ou non, les ressources mobilisées par le pays ont été investies très lourdement et très fortement dans la construction des bases infrastructurelles de notre développement. Ça, on ne peut pas le nier. Ça, c'est vrai. Mais par contre, la question qu'on n'a pas réglée, c'est la question de la gouvernance. Or, aujourd'hui, pour les citoyens, les demandes citoyennes en matière de gouvernance sont aussi importantes que les demandes sociales des citoyens. Les gens n'acceptent plus qu'on se contente de leur offrir des infrastructures, de leur donner des salaires pour améliorer leur pouvoir d'achat, en les gérant d'une manière qui ne correspond pas à leur philosophie. Et c'est ça la question de fond. C'est la question de la gouvernance. Parce que depuis lors, depuis la Constitution de 1963, on a fonctionné sous le modèle français à la De Gaulle, où le président de la République dispose de pouvoirs quasi monarchiques. Or, le pouvoir de type présidentiel, le régime présidentiel de type monarchique ne correspond plus à ce que les citoyens veulent en matière de gouvernance. Donc c'est pourquoi vous restez sur le citoyen et non pas sur le patriote. Je reste sur un pays. Le patriote, c'est celui qui aime son pays. Alors que le citoyen aime son pays. Mais sur quelle base quelqu'un peut décréter que lui il aime le pays et que l'autre ne l'est pas? Non, mais c'est important de faire le distinguo parce que le patriote et le citoyen, le patriotard, lui, c'est de l'idéologie. Il est dans bon, c'est de l'idéologie. Ça, c'est de l'idéologie. Mais c'est important. Mais ce qui est constant, c'est le citoyen. Tu sais, des hommes justes, des hommes réglo, des hommes honnêtes et des hommes tordus, il y en a partout. Il n'y a pas un seul comportement de la société où tu as des gens qui sont magnifiques et d'autres qui sont mauvais. Ça n'existe pas. Donc ça c'est le discours idéologique simplificateur, etc. Ce sont des amalgames simplificateurs. Qui peuvent fonctionner. Je vais vous redonner la parole parce que vous semblez aller vers une troisième république. Et ça aussi c'est très intéressant. Mais restons sur le patriotisme. Le patriotisme, c'est quoi? C'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres, disait le général de Gaulle. Or, le discours nationaliste, professeur Ousmane Sène, est de plus en plus flagrant au Sénégal. Que faut-il comprendre? Attention, discours nationaliste, le nationalisme n'est pas nécessairement une bonne chose et en toutes circonstances. Parce que le nationalisme peut vous entraîner vers une sorte de ghetto
où il y a la possibilité que certaines catégories soient exclues. Oui. Si vous dites le nationalisme sénégalais et qu'on insiste ça, ça veut dire peut-être que bon, dans ces conditions, le Guinéen, le Malien vont être regardés d'une certaine façon. On a vu d'ailleurs quelques dérives. On a vu quelques dérives, par contre, absolument. Si par nationalisme, oui, on veut dire, non pas, on veut dire, je suis très jaloux de ce qui peut se faire de positif pour mon pays, oui, pour ma nation, là je suis d'accord. Oui. C'est-à-dire le Sénégal, d'abord, comme on a vu dans un certain pays, America on dit, first. Voilà. Donc, mais même là-bas, oui, les gens ne sont pas totalement d'accord avec cette façon de voir le monde. Oui, oui. Vous savez, la tradition du Sénégal, depuis Senghor, c'est être à la disposition pratiquement du monde entier et de faire tout pour rendre service aux autres sans perdre au change. Oui. Mais il y a des, si vous voulez, il y a des histoires qu'on balance, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Par exemple, nos frontières, Oui. au départ, était-il vrai que notre frontière, ça devrait être à partir du fleuve ou au-delà du fleuve? Oui. Et l'histoire qu'on rencontre, c'est, voilà le président Senghor qui dit, non, ce ne sera pas là-bas, il faut qu'il profite du fleuve. Oui. Même la Gambie, ils ont dit, non, mais ils ont leur propre identité, laissez-les tranquilles. Oui. Donc je crois que cet esprit sénégalais... Mais pourtant, on dit, excusez-moi de vous interrompre, professeur, on dit que telles que nos frontières ont été délimitées, oui, ne reflètent pas en réalité notre histoire socio-culturelle, parce que ce sont les mêmes peuples. Non, c'est vrai, parce qu'il y a eu peut-être pas des empires, mais des royaumes, oui, et ces royaumes s'étendaient d'une certaine façon au-delà peut-être de nos limites frontalières ou géographiques. Mais je veux dire, quelque chose qui est constant au Sénégal, c'est que le Sénégal, le génie sénégalais a toujours été mis à la disposition du reste du monde. On vient de célébrer Amadou Mahtar Mbow récemment, ou en tout cas de faire son deuil, mais voilà un exemple. Par contre, mener un combat pour que tout ce qui est ressources économiques, tout ce qui est richesse, profite aux Sénégalais avant de profiter à d'autres, ça, j'applaudis des deux mains. Oui. Et ça, c'est une nécessité. Ça, c'est le patriotisme économique. Ou c'est le patriotisme économique. Mais le patriotisme économique... Il faut relativiser, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Allez-y. Il faut relativiser. Allez-y. Non, c'est ça, mais... terminer, prof. Je termine. Mais même si ça s'appelait patriotisme économique, vous savez, l'autarcie, c'est une mauvaise chose. Absolument. Très bien. Ouais. L'isolation, le repli sur soi, ce que la Grande-Bretagne a après repris par les États-Unis par la suite, splendid isolationism, l'isolationnisme splendide, ça ne prospère absolument pas. À partir de ce moment, vous vous mettez dans un ghetto, et ce que vous espériez pouvoir vous nourrir, finalement ne le fera pas. Monsieur... Je crois que le Sénégal, pour terminer sur ça, le Sénégal devrait garder sa sagesse de tous les jours. Partout, le Sénégal est connu et respecté. Vraiment, j'ai eu à aller dans des forats où quand on parle du Sénégal, même en politique, je l'ai dit dans vos antennes plusieurs fois, bien sûr, quand on m'a dit que l'alternance de 2020, ça a été une leçon magistrale du Sénégal, non pas pour l'Afrique de l'Ouest, non pas pour l'Afrique, mais le reste du monde. Mais ça, il y a de quoi être fier. L'alternance de 2024, vous parlez? Non, en 2000, lorsque très gracieusement Abdou Diouf a appelé Maître Abdoulaye. S'il vous plaît. Voilà. Alors, on va parler justement de ça, parce que il y a les législatives qui viennent, Abdou Fall, et vous dites qu'un basculement absolu en faveur d'un camp au détriment des autres blocs serait fatal pour la stabilité du pays. Une initiative du Comité national des assises en direction des blocs politiques serait salutaire. Pourquoi dites-vous cela? Oui, permettez-moi de dire un mot sur le sujet du patriotisme. Pour dire, il faut qu'on soit concret et pragmatique. Moi, quelqu'un à qui on confie une mission de service public qui ne l'accomplit pas et qui se réclame patriote parce que simplement il dénonce d'autres, celui-là, permettez-moi de douter de son patriotisme. Le vrai patriotisme, c'est que chaque Sénégalais ait conscience qu'il a un devoir vis-à-vis de sa société. Et que le secteur où il est, il fait tout pour être le plus
net possible, le plus performant possible, en se disant que les performances réalisées rejaillissent sur tout le monde. C'est d'abord le sens de la responsabilité. Moi, je respecte autant l'homme qui s'engage sur le terrain politique et social que celui qui s'engage sur le terrain de l'économie, qui prend des risques. Absolument. Qui fait des investissements, qui crée des richesses et qui crée ces emplois sans crier gare. Moi, ce patriotisme-là, c'est le patriotisme qui me parle. Le patriotisme qui me parle, c'est le patriotisme de la personne qui dit, dans mon quartier, dans mon village, il y a des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. On fait du social en les formant, en les alphabétisant, en leur donnant les moyens de s'épanouir, de gagner leur vie et de servir leur communauté. Voilà, moi, les choses concrètes. Mais enfin, le patriotisme aussi, c'est une gestion rigoureuse des ressources du pays lorsqu'on vous confie des responsabilités. Voilà. Alors, c'est tout ça combiné qui fait le patriotisme. Le patriotisme, c'est aussi une bonne gestion financière. Mais c'est ça que je dis. Qui ruisselle. Mais absolument. Mais bien sûr. Parce qu'on ne peut pas avoir honneur plus grand dans un pays de 18 millions. Tu as la chance de faire partie des 30 ou 40 à qui on a confié la mission de gouverner tous. De gouverner tout ce beau monde-là. Qu'est-ce que tu veux de plus encore? Teranga mën na weesu loolu. Donc bëgg boole aussi ce qu'on te confie à tout moment, mais non, c'est pas acceptable. Donc voilà pour moi les bons sujets sur lesquels on doit se concentrer, mais dans la sérénité. D'accord. Alors maintenant, donc la reddition des comptes, parce qu'en filigrane, je vous sens venir, la reddition des comptes, mais dans la sérénité. C'est ce que vous voulez dire. La reddition des comptes, c'est un acte administratif, c'est pas un acte politique. J'aimerais pas qu'on s'éloigne du sujet. Donc pour revenir à cette question, dès lors que les politiques s'investissent sur le sujet d'une certaine manière, ils polluent eux-mêmes le débat. Parce qu'ils seront dans des logiques de règlement de compte, ce qu'aucune société humaine ne peut accepter. Mais qu'on laisse les instruments que la société et l'État a mis en place pour surveiller, pour évaluer et au besoin sanctionner, ça c'est du ressort de l'État et des administrations de l'État. On va avancer. C'est pas du ressort de l'homme politique. Il ne reste plus beaucoup de temps. Surtout que lorsqu'on n'a pas encore atteint l'autre rive, méfions-nous. Voilà, bon, on verra bien de ce qui qu'on croit en train de se noyer. Oui, j'entends bien. Alors maintenant, ça c'est la sagesse. Rappelons que vous êtes politique aussi, mais bien sûr, et que vous avez participé aussi. Mais bien sûr, moi j'assume ma gouvernance. Au régime de Macky Sall. J'assume absolument la gouvernance de Macky Sall. C'est important de le rappeler. Non, je l'assume. Je gère un mouvement citoyen. Je gère ma liberté d'homme politique. Voilà, mais en même temps, moi. Vous avez votre liberté. Mais en même temps, je n'avance jamais masqué. J'entends bien. Voilà. Alors, vous dites qu'un basculement absolu en faveur, Ceci dit, pour le sujet que vous soulevez là, à savoir l'évolution du pays sur le plan démocratique, je reviens encore à mon idée force. Mon idée force, et c'est ça que je reproche d'ailleurs à l'actuelle équipe gouvernante, je pense que ils ont raté, ils sont passés à côté de quelque chose. Quoi? Entre la présidentielle et les législatives, pour moi, c'était le grand moment pour ouvrir un dialogue, pour évaluer le processus institutionnel et le processus démocratique du pays. Et déboucher sur de larges consensus, sur de nouvelles modalités de gouvernance de nos sociétés. Et là, on serait allé aux législatives dans le cadre d'un environnement institutionnel qui n'aura rien à voir avec le modèle senghorien du pouvoir personnel sans partage et de l'exercice solitaire du pouvoir. C'est la remise en cause de ce modèle qui est, à mon avis, la réforme la plus importante qui permettra de faire embrayer la société dans toutes ses composantes. C'est-à-dire aller vers une troisième république. Troisième, quatrième, je ne sais pas. Ça, bon, vous les intellectuels et constitutionnalistes, vous me donnerez non, parce qu'on a connu une première république. La deuxième, donc ce sera la troisième. 2019. Voilà, troisième république, je pense que le Sénégal est mûr pour ça. Pour y aller. Qu'on refonde nos institutions, qu'on procède à un rééquilibrage des pouvoirs entre le président de la République qui cesse d'avoir des pouvoirs monarchiques entre ses mains
une Assemblée nationale qui exerce son devoir de contrôle et des territoires avec des pouvoirs plus étendus dans une relation saine avec les citoyens qui s'impliquent dans la gouvernance de leur cité, avec des pouvoirs réels. Donc moi je pense qu'il faut qu'on aille vers ce rééquilibrage. Mais Sénégal gi ak fi àddina bi toll ku ko ŋànk ne da ngay dem ak moom soo defee ñaari tànk da nga ko yàbbi. Professeur Ousmane Sène, donc une troisième république nécessaire, mais j'aimerais aussi rebondir sur les propos de Abdou Fall par rapport à la nouvelle équipe dirigeante, parce que avouez quand même qu'il est difficile de gouverner quand on détient qu'une seule portion du pouvoir. Oui. Ça, une maigre portion du pouvoir, vous voulez dire. Oui, c'est pour ça que, bon, effectivement, cette question, si vous voulez, du pouvoir du président de la République. Bon, il ne faut pas que nous donne bourre, me paraît donne boumi, mais en même temps aussi, il faut qu'on évite le risque de fragiliser le président. C'est la seule personne qui, le moment venu, est en position de pouvoir décider ou de parler pour le pays. Clé de voûte. À partir de ce moment-là, je crois que certaines prérogatives devraient être les siennes, quitte à maintenant revoir d'autres prérogatives. Moi, la question de la justice, là, le président ne devrait pas être là-bas. Mais véritablement, quand il est là-bas, quel est le rôle qu'il joue? C'est marginal. C'est marginal. Et en plus, je dis, attention, dans les plus grandes démocraties de ce monde-là, les cours suprêmes, ceux qui sont là-bas, ils sont nommés par qui? Prenez la Cour suprême des États-Unis. Qui c'est qui nomme les juges qui sont là-bas? Sinon le président des États-Unis. Évidemment, il faudrait que ces nominations soient acceptées par le Congrès et particulièrement le Sénat. C'est impératif. Mais tous ces juges qui décident de tout, en fin de compte, ils ont été nommés avec la signature du président des États-Unis. Absolument. Donc, il faudrait peut-être que les politiques, justement, essaient de réfléchir de trouver et ce voir rééquilibrage. un peu comment on peut avoir un équilibre qui fasse que le président, quand même, qu'il ne soit pas, comme on dit à Wolof, bourg et boumi. Et c'est important, mais le fragiliser, c'est un peu délicat. Ceci étant dit, je crois que, Troisième République, certains chantiers à attaquer. Moi, je dis ceci. S'ils ont trouvé ce qu'on appelle les écuries d'Augias, ils n'ont qu'à les lessiver absolument jusqu'à ce que ça soit clean. Carrément. Oui, mais on n'a pas besoin, de faire tambour et trompette. Djarouko. L'autre jour, j'ai vu un cas, on parle, c'est dans tous les journaux, c'est la presse en ligne, et je vois, on me dit que cette personne-là, ce qu'on lui reproche, c'est 30 millions. 30 millions. Mais 30 millions, vous n'avez pas besoin d'en parler. S'il s'agit de milliards, qu'on nous les récupère et qu'on nous dougalal ñu ko ci gafakabi. Wax ñu ne rek jël nañ milliards yi. Mais diggante fii ak foofu, xëy na affaire yi, on pourrait faire ça avec la sagesse du silence. Pour que quand même il n'y ait pas, il l'a dit, cette atmosphère d'intifada ou je ne sais, règlement de compte, il ne faudrait pas que ça tourne à ça. Et les gens sont en train déjà de penser à cette expression, règlement de compte. Règlement de compte. En plus, il n'y a pas que ce chantier-là, il y a d'autres chantiers. Alors dans tous les cas, la rhétorique de l'État reste celle du volontarisme et de la dénonciation de la gouvernance de Macky Sall. Pour le moment, le terreau est peut-être fertile. Le terreau électoral est peut-être fertile pour le PASTEF. On verra le 17 novembre. Mais est-ce que vous pensez que nous avons une certaine maturité? On va se projeter si jamais il n'y a pas de majorité qui se dégage pour créer des consensus forts pour garder la stabilité de ce pays. Ah ben oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pourquoi moi j'aurais souhaité que ces consensus, qu'on les réalise en amont, pour que le moment venu, ce que le jeu démocratique donne, on puisse s'en tenir. S'il y a une nouvelle majorité à l'Assemblée, cette majorité cohabite avec l'exécutif actuel. S'il n'y a pas une nouvelle majorité, l'exécutif actuel poursuit son travail. Mais quel que soit X, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas gouverner nos pays avec efficacité si on n'est pas dans une approche de co-gestion. De co-gestion.
d'une part, mais également... Mais de cogestion comment? Qui gagne gouverne, non? Oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que c'est le monde qui est devenu très difficile. Oui. Et lorsqu'on a la responsabilité de la gestion de l'État, si on ne crée pas des facteurs de stabilité et des consensus larges sur certains secteurs, au-delà des politiques, parce que les gens considèrent que les accords, c'est seulement avec les politiques. Non. Oui. Aucun pays au monde ne peut être gouverné avec efficacité, faire des résultats, s'il n'y a pas un accord tacite ou bien un accord explicite entre ceux qui gouvernent, le secteur privé qui crée les richesses et les travailleurs. Et dans le cas de notre pays, avec les autres forces sociales, les partenaires sociaux, mais également avec les communautés qui existent et qui ont du poids, qui n'ont pas le pouvoir, mais qui ont du pouvoir. Qui n'ont pas le pouvoir, mais qui ont du pouvoir. Donc c'est ces consensus-là qu'il faut construire. Et moi, le préalable, ce qui est plus fondamental, je souhaite qu'au sortir de la prochaine élection, qu'on sorte de cette logique de présidentialisme de type monarchique pour envisager des schémas de gestion plus équilibrés, mais sans également exposer le pays à des risques de blocage. Dernière question sur la responsabilité de nos grandes institutions. Et parlant de grandes institutions, on peut penser au commandement, au Conseil constitutionnel, et partant du principe que la responsabilité est le passif qui entend équilibrer l'actif de tout pouvoir, nos grandes institutions ne devraient-elles pas être un peu plus audibles, envoyant peut-être des signaux, même sibyllins, dans le débat public ? Oui, pour éviter ces crises cycliques. Oui, mais le débat public, il est très animé. Et effectivement, on voit quelque part qu'effectivement, il y a des forces qui s'activent. Mais pour revenir à Abdou Fall, ce qu'il a dit, je donne un exemple et les gens vont rire. Il y a toujours eu dialogue entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Et on me parle d'un épisode où Abdou Diouf appelle Abdoulaye Wade dans son bureau parce qu'il y avait une décision extrêmement importante mais grave qu'il fallait prendre. Mais Abdoulaye Wade il lui dit Abdou, je suis d'accord avec toi, prends la décision. Mais attention, dès que je sors de ton bureau, je vais dire que je suis contre. Mais bien sûr. Mais vous voyez cette complicité au nom de l'intérêt du pays. Ce que Abdou Fall voulait dire, c'est ça. Qu'il y ait des couloirs qui soient mis en place pour que, par exemple, le jour où Diomaye aura besoin de discuter avec l'opposition, que les gens puissent aller le voir et qu'ils discutent dans l'intérêt suprême du pays. Et l'exemple, moi, qui me vient, c'est l'intervention sénégalaise en 1981 en Gambie. Le président Abdoulaye Wade a dit publiquement qu'il était contre, mais quand il a vu Abdou Diouf, effectivement, il lui a dit que si j'étais à votre place, je ferais la même chose. C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce qu'on n'a pas des relations très... D'ailleurs, même en Angleterre, où effectivement l'opposition a son shadow cabinet, il y a toujours des risques entre les Tories et les autres, mais véritablement l'originalité du Sénégal aussi devrait être ça. Mais on dit effectivement, on se connaît tous. Mais dans ces conditions, dans le jeu politique, il faudrait qu'il y ait cette possibilité-là, qu'il y ait ce débat-là, cette discussion. Ça n'enlève rien au pouvoir de Diomaye et ça n'enlève rien à la crédibilité de l'opposition. Et nos grandes institutions alors, pour terminer? Oui, nos grandes institutions, mais il y en a qui jouent leur rôle, mais il y en a qui sont des institutions qui ne parlent pas. La justice, par exemple, on a mis beaucoup de tort sur le dos de la justice. Et malheureusement, ces gens-là, ils ont l'obligation de réserve. L'armée aussi a l'obligation de réserve. Je salue l'armée sénégalaise. Je ne vois pas d'armée plus professionnelle que nos militaires, parce qu'en tout lieu et en toutes circonstances, ils ont fait preuve d'une réserve extraordinaire en ne se mêlant pas trop au jeu politique. Je sais que les incidents qu'il y a eu au mois de mars, on a dit certaines choses par rapport à certains corps de l'armée, mais le comportement de l'armée sénégalaise est un comportement exemplaire. Les universitaires aussi jouent leur rôle, ce rôle de critique, ce rôle aussi de réflexion, de proposition. Ça se fait, il faudrait peut-être renforcer ça et faire en sorte que
que la justice ne se lave pas à grande eau, mais que nous fassions en sorte que la justice soit aussi blanc que votre page de papier là. C'est important. C'est important. Mais je dis, attention, il y a beaucoup de bruit. Mais honnêtement, entre ce qu'on dit et ce qui est vrai, je ne peux pas faire la différence. Il y a des années-lumière. Non mais c'est une question. C'est une question. Non. Je veux dire, xam nga coow li bari na. ñoom dañ leen on les a achetés. Ils sont comme ça. Vous les voyez ici, vous leur donnez de l'argent, ils font ça. Ça, dire que ça c'est le problème de la justice sénégalaise. Moi je suis toujours positif et optimiste. Je voudrais dire que non, je n'y crois pas. S'il y a des brebis galeuses, mais je vous l'ai dit au départ, quel est le corps de métier au Sénégal qui n'a pas de brebis galeuses? Merci beaucoup. Je dis même au-delà des corps de métier. Prenez n'importe quel regroupement de Sénégalais et vous me dites qu'il n'y a aucune brebis galeuse. C'est impossible. C'est impossible. Mais qu'on essaie de tirer quand même vers un minimum d'accountability, de redevabilité, pour que quand même ceux qui sont en bas, ils ne se disent pas oui, on est dans la pauvreté parce que ceux-là sont riches. Tout à fait. Et c'est ça aussi le problème. Le problème. Merci beaucoup. Ça, c'était le fin mot. Le mot de la fin, c'est pour vous, Abdou Fall, sur la responsabilité de nos grandes institutions. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que le Sénégal a une tradition républicaine et démocratique où dans les circonstances historiques exceptionnelles, à chaque fois, les institutions ont pu réguler. Et ça, je pense que c'est un acquis qu'il nous faut consolider. Maintenant, la perfection n'est pas de ce monde. Par exemple, j'avoue que je fais partie de ceux qui ont été un peu gênés de voir que on n'est pas assez conseillé le président Diomaye pour dissoudre comme il l'a fait. Parce que ce n'est pas la dissolution qui est mon problème, c'est la modalité. Parce que la modalité, le résultat, c'est quoi? Si par extraordinaire, on était en situation d'incapacité, le pays n'a pas d'intérim. Ah oui, on n'en a pas. On ne l'a pas programmé. Par exemple, ça, pour moi, c'est un grand point de vulnérabilité pour la nation sénégalaise et pour l'État sénégalais. Alors, par conséquent, c'est dire que c'est pourquoi moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'est pas trop tard pour qu'on se pose. Et que les grands acteurs, pour moi, le pays aussi ne se résume pas aux politiques. Je l'ai dit tout à l'heure, les intellectuels ont leur rôle, la société civile a son rôle, le secteur privé a son rôle, les travailleurs ont leur rôle, les guides religieux aussi de toute confession ont leur rôle. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Ainsi que la presse, absolument. Merci beaucoup de porter notre combat, professeur Ousmane Sène. Merci beaucoup, ministre d'État Abdou Fall. Je rappelle que vous avez la particularité quand même d'avoir été président de groupe parlementaire et dans l'opposition et au pouvoir. Et dans la majorité. C'est important. Merci beaucoup. C'est pourquoi même si je ne suis pas au Parlement, les questions parlementaires m'interpellent. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Abdou, quand je le connaissais, mais il est resté le même jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu de changement. Il a servi Abdoulaye Wade, mais après il a servi aussi Macky Sall. Mais c'est le même Abdou, mais aussi on ne voit pas. Et puis cette agressivité-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. C'était notre débat de ce soir sur la conscience citoyenne, comment la transformer en un véritable facteur de développement avec nos deux sages de ce soir. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée. Merci beaucoup.